J'ai choisi de vous présenter le Planétarium de Montréal. J'ai décidé de présenter un projet ce soir qui est un peu peut-être différent, mais quand même perdant et quand même magnifique, je crois. Il y a un rapport aussi, 3 perdus pour une réalisation. Alors sans plus tarder, vous voyez cette image-là du projet de Quilon que je vais vous présenter. Je m'intéresse à tous les projets de concours, vous l'avez compris, y compris ceux dont les qualités architecturales sont différentes. Depuis la création de Big City en 87, nous avons perdu 43 concours sur les 47 auxquels nous avons participé. Perdre, c'est une commotion cérébrale à chaque fois. Puis se faire dire, par exemple, ben là, ça n'a jamais été fait, ça, on n'a pas envie d'être des cobayes pour vous. Puis tu te fais dire ça, tu souris élégamment. Puis tu continues, tu passes à d'autres choses. Merci Marc-André. Ce que je trouve pas mal, c'est que tous les projets que tu as cités de notre travail, aucun n'ont été des résultats de concours positifs. Qu'est-ce qui vous motive autant à continuer à faire des concours? Il n'y a rien de plus facile que d'exciter l'architecte. Puis la plupart des donneurs d'ouvrages le savent. C'est-à-dire un sujet, un terrain, quelque chose. Puis on s'allume tout de suite, c'est immédiat. La commande publique nous intéresse beaucoup et c'est à peu près la seule façon qu'on a trouvé d'avoir accès à la commande publique. Oui, et on a tous tendance à être extrêmement... On est certain à chaque fois que c'est pour nous, c'est nous qui allons gagner, que c'est destiné à nous, que c'est vraiment certain que cette fois-là, on va gagner. Mais en vieillissant, c'est vrai que moi, j'ai une petite fatigue de concours. Pour nous, le concours demeure quand même une forme de... Pour nous, c'est de la recherche. Alors, si demain matin, on avait une entreprise de réalisation de crayons de mine, on devrait normalement investir une partie de notre chiffre d'affaires sur la recherche pour être capable de continuer à progresser, parce que sans recherche, on finit par se faire dépasser. Je pense qu'en architecture, le concours, il faut aussi le voir comme ça, comme un exercice de travail intellectuel, de recherche d'esthétique, de recherche de quoi que ce soit sur une typologie, sur une culture étrangère, et qui nous fait progresser. Il faut la doser, parce qu'effectivement, elle est pénible au point de vue émotif, mais elle est pénible au point de vue financier aussi. Voilà. Ma question, c'est est-ce que l'audace dans un concours est payant ou est un frein parfois à votre victoire? Est-ce qu'on peut se permettre de l'audace ou on va faire peur au jury? C'est au jury à être audacieux, pas à nous. C'est-à-dire, nous, on l'est par nature, par le projet qu'on fait. Le jury doit prendre des chances et surtout attacher son nom au résultat qui est choisi. Quotidien, j'ai l'impression que le succès de l'événement, il est à la croisée de la fascination que l'expérience de tous ces architectes talentueux, représente pour l'évolution de l'architecture au Québec et ailleurs, et en même temps toute l'inquiétude que ça génère. Je ne sais pas si le concours, et je suis assez d'accord avec Gilles, pour une fois, je ne suis pas toujours d'accord avec ses façons d'aborder le concours, mais je suis d'accord. De la même façon que je me suis opposé il y a quelques années à cette idée que le concours servait à identifier des jeunes architectes. C'est tant mieux, mais c'est pas ça le but d'un concours, et c'est pas non plus le but d'un concours tout d'un coup de provoquer un espace d'audace. Le but d'un concours, c'est de répondre à une question difficile. Donc si la question n'est pas audacieuse au départ, si la question est mal posée par un client plus ou moins, contraint dans sa demande, il n'y aura pas de réponse audacieuse. Alors les architectes, on ne peut pas leur demander toujours de porter l'audace, la jeunesse, la transformation, le risque financier, etc. Non, le concours, c'est un dispositif de réponse à une question compliquée. S'il n'y a pas de question compliquée, c'est pas la peine de faire un concours. Enfin, voilà. Mais c'est plutôt à eux qu'il faut. Mais quand même, je pense un aspect intéressant des concours, c'est que ça commence un discours, ça commence une discussion publique. Alors si on ne gagne pas, peut-être on crée une discussion qui n'était pas là avant, et c'était avec un décret de transparence avec le public qui n'existait pas avant ça. Alors ça, c'est peut-être un moyen d'être gagnant, même si on perd, mais c'est ça. Juste pour poursuivre cette position-là, c'est que le concours pour le public, c'est pour une fois
Il y a une transparence du processus, puis il y a 4 propositions qui est montrées à un public, puis pourquoi qu'on a choisi. Il y a une espèce d'information ou de culture partagée, et le projet est beaucoup plus ensuite appropriable par le public, etc. Moi, je pense que c'est la qualité principale du concours pour son enracinement public, que ce soit le concours d'idées ou le concours réel, d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'on le retrouve surtout dans l'espace public. La transparence. Ouais. J'en profite pour faire une parenthèse, parce qu'on a parlé du rôle de différents intervenants dans le processus de concours, mais on n'a pas encore parlé du conseiller professionnel, qui joue vraiment un rôle très, 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 très important. Et c'est cette personne-là qui va justement aider le client, qui souvent n'est pas apte à le faire, à vraiment traduire le projet, en fait, à formuler une question de concours qui soit pertinente. C'est aussi la personne qui va choisir les membres du jury. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui joue un rôle critique dans le concours. Et cette personne-là, finalement, elle disparaît un petit peu. Personne n'a parlé du conseiller professionnel ce soir, mais mon Dieu que c'est un rôle clé. Je voulais juste dire, au 19e siècle, quand on présentait un concours d'architecture, c'était un plan et une façade. Aujourd'hui, on demande aux architectes un petit peu plus que ça. J'ai même l'impression qu'il y a une espèce d'explosion de l'ampleur des documents et des informations qui sont demandées pour un concours. Est-ce que ça, c'est un moyen de renouveler le travail de recherche qui peut être à l'occasion d'un concours, ou est-ce qu'au contraire, cette avalanche de documents qu'il faut produire, c'est à l'encontre de l'activité de recherche que peut représenter la participation à un concours? Disons que quand on nous demande de produire une vidéo de 2 minutes, sans savoir que ça coûte environ 20-25 000 $ à produire et une avalanche de temps, juste produire ces éléments-là nous empêche d'avoir, en fait, gaspillé notre temps de recherche. Ça m'interpelle beaucoup parce qu'on a eu beaucoup de discussions, j'ai les mots aussi là-dessus, en coulisses. Ce qui est particulier, là, pour arriver à faire des projets qui sont, à mon avis, qui repoussent un peu certaines limites, dans un octroi de contrat traditionnel, pour convaincre le client, pour convaincre les usagers, pour convaincre tous les intervenants du projet de nous suivre dans notre aventure. Normalement, on utilise plein de différentes stratégies, surtout les nouvelles stratégies, en tout cas dans notre cas, les vidéos, les maquettes animées, les sons, les montages sonores. On utilise tout ce qu'on enseigne à nos étudiants de faire, c'est-à-dire d'utiliser puis d'être créatif dans la façon de représenter ces idées. Aller plus loin. On est rendu en 2015, on est rendu ailleurs. Dans bientôt, on aura les lunettes 3D. On est rendu complètement ailleurs pour convaincre les gens d'embarquer dans notre folie, puis de repousser les limites, puis d'avoir un peu d'audace. Ce qu'on a pu constater, nous, c'est que sur les plans, sur la notion de précision du plan, de la superficie, des nets bruts, là, on est un peu au Québec dans le mode enculage de mouche. Excusez-moi l'expression, mais on est vraiment en train de se faire dire que, bon, écoute, parce qu'un plan est fait comme ça, il est meilleur qu'un autre. Je disais des plans, là, on a beaucoup d'architectes ici, là. Je vous dis, régler un plan de bibliothèque, là, on peut en faire 3 différents d'une après-midi, mais quand même pas adapter certaines erreurs, là, pas une différente bibliothèque, mais dans une même après-midi, on peut régler 3 fois le plan. Là, donc, non, mais vous nous ameniez sur un terrain intéressant tantôt, vous disiez, si je sais que telle personne est sur tel jury, je ne participe pas au concours. Jusqu'à quel point le jury, parce que vous le savez, qui fait partie du jury normalement avant le concours, jusqu'à quel point, ça influence votre décision de participer au concours, mais aussi ça influence peut-être votre proposition? Je ne dirais pas jusqu'à la proposition, mais on y pense toujours au jury, on s'adresse à des gens qu'on doit convaincre. Il y a le conseiller professionnel. Ça, c'est la première personne parce que des fois, vraiment, c'est pas clair. On a un concours, j'ai déjà envoyé 4 fois la même question, reformulée différemment. À la fin, on s'est dit, la personne va dire oui ou non. Mais ils ont réussi à ne pas répondre. Là, c'est un concours interne dans le bureau, formuler la bonne question pour avoir la bonne réponse, parce que nous, on ne sait pas c'est quoi. C'est plus le sujet qui est posé, je pense, qui est problématique. Puis je pense que Jean-Pierre l'a soulevé correctement. Les sujets, on souhaiterait tous avoir des sujets avec des sites plus complexes, avec des solutions à amener. Et parfois, il y a des projets, il faut bien le dire, de concours qui ne sont pas très motivants. On pense probablement plus ou moins aux clients quand on développe un projet pour un concours. Je pense qu'on le développe de façon peut-être plus égoïste que lorsqu'on travaille régulièrement avec un client. On le développe pour nous-mêmes. Puis à la fin, si on a été choisi, il y a une bonne raison pour laquelle on a été choisi. Il y a un lien avec le souhait du client. Il
faut faire une mise à niveau, et il y a une période de mise à niveau avec le client qui est excessivement importante, parce qu'il faut l'amener à comprendre c'est quoi les décisions qu'on a faites, comment elles nous ont amenés là. Mais lorsque cette mise à niveau-là est faite, l'avantage, c'est que si ce client-là a adhéré à ça, il y a une progression du projet qui peut devenir fulgurante. Et c'est ça qui est intéressant, puis le travail avec le client devient excessivement intéressant. À l'opposé, ça nous est déjà arrivé une fois de gagner un concours où la cliente a piqué une colère, a pleuré pendant une semaine, elle ne voulait pas notre projet, puis elle a trouvé des brancards. Mais 2 ans après, elle me l'a avoué, puis elle a dit ils ont eu vraiment raison. Mais ça a été long, on a fait une mise à niveau avec cette personne-là. Donc, l'approche client demeure, puis c'est excessivement importante parce que ces clients-là, il faut comprendre que souvent les clients, c'est des gens qui ont presque pas de connaissances en architecture, qui se ramassent avec 4 propositions qui sont totalement différentes et ils sont hyper stimulés par ces projets-là. Et chaque client, en tout cas après, nous a toujours dit c'est excessivement stimulant pour nous de l'avoir fait. Ça a été plaisant, mais c'était stimulant parce que ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Et notre relation avec le client devient excessivement importante et beaucoup plus enrichissante. Cette règle de retrancher les honoraires de design aux gagnants, je trouve ça, je cherche un mot, obscène. Indécent. Obscène. Enfin, deux remarques peut-être. Sur la question du client d'abord. Le client, il est partout dans un concours. Alors, il est évidemment dans la question de la programmation, il est dans le jury, puisqu'il est, il est même dans les représentants non professionnels, évidemment, du jury. Un jury, par définition, c'est un représentant du client. Et puis, évidemment, le problème, c'est qu'il n'est pas toujours dans la suite du concours, puisque c'est rare qu'on permette au jury d'accompagner la réalisation d'un projet, ce qui est d'ailleurs un peu un problème. Le problème, c'est que le client d'une bibliothèque publique n'est pas le directeur de la bibliothèque publique. Ce n'est même pas le ministre de la Culture, le client d'une bibliothèque publique. C'est la société dans son ensemble. D'où la complexité du dispositif concours. Évidemment, il faut fonctionner avec ça. Alors c'est pour ça que j'avais envie de terminer ma remarque sur une... J'ai pas la citation exacte en tête de ce que dit Quatremer de Quincy, qui est un très fin théoricien, historien du XVIIIe siècle, qui dit le concours est toujours pris entre un dilemme, entre ignorance et intrigue. Donc, si on laisse les artistes choisir entre eux, ça va être de l'intrigue, et si on les empêche de choisir entre eux, ça va être de l'ignorance. Donc il dit, en face de ça, il faut absolument qu'il y ait de la connaissance et de la transparence. Donc un bon concours, c'est un moment où il y a un espace de connaissance qui se révèle, qui se déploie, et où tout le monde est d'accord avec la qualité de transparence qui a été mise en œuvre. Donc ça, c'est pour répondre, c'est quoi un concours? C'est ça que ça doit faire. Merci beaucoup. Belle, merci. Jean-Pierre Chupin, Éric Gauthier, Gilles Saucy, Anne Cormier, Tania Dorsey, Maxime Alexis-Frappier, Gilles Prudhomme et Éric Pelletier. Donc, merci à vous, vous êtes vraiment magnifiques.